Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où, si vous êtes sage, vous me reverrez une fois. Et si vous n'êtes pas sage, vous me reverrez 2 fois. Personne ne va être sage. Tout le monde a envie de te revoir. C'est vrai. Cette semaine, on a un petit peu bouleversé notre programme dans Amis parce que David Lynch est mort le 15 janvier 2025. À cette occasion... Ah, elle a déjà des sanglots dans la voix. À cette occasion, j'ai reçu énormément de messages de mes proches et aussi de certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui s'inquiétaient de savoir si j'allais bien à la nouvelle de la mort de Lynch. J'avoue que ça m'a rendue assez triste, mais forcément, ça a occasionné beaucoup de discussions avec Marie sur David Lynch et le fait que, honnêtement, j'étais assez contente et émue d'avoir pu te présenter une partie de son œuvre avant sa mort. Tout le monde s'est inquiété de moi, mais personne t'a demandé ce que toi, ça t'avait fait d'apprendre la mort de Lynch. Non, mais en vrai, ça m'a fait quelque chose. Et puis, j'ai l'impression de connaître un petit peu son œuvre maintenant, vu qu'on a quand même passé 1 an à en parler semaine après semaine. Non, ça m'a fait quelque chose. Et puis, et je pense que ça m'a même fait voir un peu tous les témoignages très positifs et très aimants des gens qui avaient travaillé avec lui. On en avait déjà parlé, hein, il avait une très bonne réputation et tout ça. Mais c'est vrai que ça souligne d'autant plus le fait que c'était quelqu'un de, visiblement, surtout à Hollywood, quelqu'un de bien. Enfin, en tout cas, c'est tous les échos qu'on a à son sujet. Et donc, il y a des choses que peut-être dans son œuvre, je jugeais de façon plus dure avant. Et on a eu des conversations à ce sujet. Et je pense que même si je revoyais les films aujourd'hui, j'aurais toujours cette appréciation sur certaines scènes, comme dans Fire Walk With Me ou des choses comme ça. Mais forcément, après, quand on a une image d'une personne et que c'est cette personne qui est à l'origine d'une œuvre, enfin, moi, je n'arrive pas à séparer l'âme de l'artiste, désolée. Et du coup... c'est sûr que ça me fait voir avec beaucoup plus d'indulgence et de générosité certains aspects de son œuvre. Donc voilà. Mais oui, ça m'a émue. Mais toi, tu m'as fait rire parce que tu m'as dit tout le monde me demande. Je le connaissais pas. Hein. mais ça, je sais que ça t'a quand même ému, mais c'était rigolo le côté. J'avoue que j'ai pleuré. Après, je pleure très facilement dans la vie, mais ça a mis un peu de temps. C'est-à-dire qu'au début, honnêtement, je me disais c'est triste, mais il était âgé, donc c'était pas non plus une énorme surprise. Il nous avait appris il y a quelques mois, à nous tous, qu'il était très malade. Mais c'est plus au fil des jours, en fait, en voyant tous les témoignages qui sont sortis. C'est vrai que ça m'a beaucoup émue et je sais que toi aussi, t'as partagé celui de Kyle MacLachlan qui était très beau. Ouais. Et en fait, je crois que c'était plus réaliser le fait de faire le deuil, pas forcément de lui, parce que tu peux pas vraiment faire le deuil de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu n'as pas fréquenté, mais plutôt faire le deuil de quelqu'un qui a été une influence tellement majeure sur ma vie et mon rapport à l'art et au cinéma, que du coup, c'est comme si je perdais une petite partie de moi, parce que c'est mon identité est un peu associée à David Lynch, parce que c'est à l'adolescence que je l'ai découvert et que du coup, une grosse partie de ma vie et ensuite de ma carrière est devenue liée à lui. Et donc, c'était plus que cette partie-là soit maintenant rattachée à quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Ça m'a fait vraiment bizarre, quoi. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'était de voir beaucoup de gens autour de moi qui aiment bien Lynch, mais là, qui ont eu envie de découvrir les films de lui qu'ils n'avaient pas encore vus, d'aller un peu plus dans les deep cuts, en fait. J'ai eu plein de gens qui regardaient Twin Peaks pour la première fois. Ah ouais, voilà, ça, en fait, ça m'a énormément touchée, et aussi de voir à quel point sa mort a touché énormément de gens, parce que justement, il a tellement toujours été associé à une œuvre bizarre, obscure, compliquée à comprendre, etc. Et donc, je pense qu'il avait cette image d'artiste un peu pour les snobs, les cinéphiles snobs. Oui, mais c'est ce que j'avais dit au début de Twin Peaks. Hein. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais pas forcément exploré son œuvre, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, de voir qu'après sa mort, il y a eu quand même un raz-de-marée d'émotions un peu partout, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit qu'en fait, c'était quand même un artiste grand public aussi et qui est resté fidèle à sa vision, justement, tout au long de son œuvre, sauf dans Dune, mais qui était aimé et apprécié de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc ça, je trouve que c'est assez chouette. C'est un artiste qui n'était pas du tout niche au final. Et donc, dans le cadre de la saison Vilaine Fille, on s'est demandé si on pouvait pas quand même intégrer un nouveau film de Lynch, et ça faisait très longtemps que je voulais te montrer Mulholland Drive, donc on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de le faire. On a fait ça un petit peu dans le désordre, puisque c'était pas prévu, mais donc on s'est quand même enregistré juste avant de regarder le film. Et puis, pour avoir le débrief de Mulholland Drive, on se retrouve dans quelques jours. Marie, qu'est-ce que tu sais de Mulholland Drive ? Je sais que c'est considéré comme le meilleur film de David Lynch, que c'est un film qu'il a fait dans les années 2000, j'imagine, avec Naomi Watts. Et j'ai l'impression que c'est un peu le film qui a rendu célèbre Naomi Watts.
Il y a une brune aussi dedans, je sais pas son nom. Je sais aussi qu'il y a, comment il s'appelle, le mec de The Leftovers, Justin Theroux. Ça se passe, j'imagine, à Los Angeles, sur Mulholland Drive, qui est une rue célèbre de Hollywood. Où on est allés ensemble, bah, oui. À mon insistance. Exactement. Je sais que c'est une histoire d'amour lesbienne dans mon souvenir, et j'imagine que c'est aussi un policier ou un truc de crime. Enfin, je sais que David Lynch aime bien ça, et j'ai l'impression que c'est un film noir, en fait, un film noir lesbien. J'ai été un peu spoilée récemment par des stories après la mort de David Lynch, dont une qui disait qu'il y avait une fin tragique ou un truc comme ça, ou une fin triste. Donc j'imagine qu'il y en a une des deux qui meurt ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est le film le plus aimé de David Lynch. En tout cas, c'est son plus grand public et populaire, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est son plus grand public, mais c'est celui dont j'entends le plus parler quand on parle de lui avec Twin Peaks, quoi. Ouais, c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est celui qui fait le plus l'unanimité, quoi. Et quand j'ai vu les classements de ses meilleurs films ou des choses comme ça, c'était souvent celui-là qui est arrivé en premier. Je crois que quand les cahiers du cinéma ont fait leur classement des meilleurs films du 21e siècle, il était premier. D'accord. Donc il est aussi considéré, enfin il est souvent considéré comme le meilleur de David Lynch, mais aussi un des meilleurs films du XXIe siècle. Donc voilà. Est-ce que t'as déjà vu des images du film ? Oui, alors à un moment je me demande si elles ont pas une perruque ou un truc comme ça. Enfin, j'ai vu des images de ça. J'ai vu beaucoup d'images des deux, une image où elles s'embrassent ou des trucs comme ça. Enfin ça, beaucoup des deux, la brune et la blonde, qui ont des relations un peu coquines. Dans mon souvenir, quand on avait regardé Twin Peaks, j'ai l'impression qu'en fait la brune c'était un peu Audrey Horne, quoi. Mais plus tard, enfin adulte ou un truc comme ça. En gros, l'idée de Mulholland Drive est née d'une envie de Lynch de faire un sequel sur Audrey Horne qui deviendrait une star à Los Angeles. D'accord. Donc il y a une filiation entre les deux, quoi. Connaissant maintenant les petits dadas de David Lynch, qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans le film, au-delà des éléments que tu connais déjà ? Je m'attends à trouver une esthétique très léchée, des références sûrement à l'âge d'or d'Hollywood ou des choses comme ça à travers l'esthétique. Je m'attends à trouver peut-être des violences sexuelles sur les femmes, des trucs absurdes que je comprendrais pas sûrement, et une intrigue criminelle qui a pas trop de sens ou qui au final n'a pas trop d'importance. Voilà, si je devais résumer. Ok. Je m'attends à pas tout comprendre, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? Honnêtement, je suis assez tombée amoureuse de Twin Peaks quand tu me l'avais montré, et ça a été un peu une révélation, mais après tous les films que tu m'as montrés de David Lynch depuis, j'ai été un peu plus hermétique. Donc en fait, le côté cosy de Twin Peaks est absent d'une grande partie de la filmographie de Lynch. Donc le côté absurde, pour le coup, de Twin Peaks est présent dans toute sa filmo, et le côté violent est un peu âpre, mais par contre le côté vraiment goofy, un peu cosy, il y est parfois, mais honnêtement c'est plus dur de le trouver quand même. C'est ça, et moi ce que j'adorais dans Twin Peaks c'était l'humour aussi, je pense que c'était le côté justement l'esthétique, le côté petite ville, le côté cosy et tout ça, mais aussi le côté l'humour un peu loufoque, et je l'ai pas retrouvé dans les films que tu m'as montrés. En même temps, les films que tu m'as montrés, justement quand j'ai regardé les classements là des meilleurs films de David Lynch, à chaque fois ils étaient en bas. Parce que c'est Fire Walk With Me, c'est Sailor et Lula, mais je sais qu'il a eu la Palme d'Or pour Sailor et Lula, mais j'ai l'impression qu'il fait pas l'unanimité, et c'est Dune quand même. Dune où j'ai l'impression qu'à chaque fois ouais, c'est clair. Après je dirais que il manque quand même une histoire vraie, qui est pour le coup son film le plus grand public, dans la narration, tout ça. C'est le plus grand public encore qu'Elephant Man. Oui. Une histoire vraie, c'est un film Disney en fait. C'est vraiment c'est un film feel good, t'as des petits moments où tu te dis ah oui c'est David Lynch, mais globalement on dirait un film normal. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres films de David Lynch, mais je dirais que dans ceux que je t'ai montrés, par exemple Sailor et Lula, c'est peut-être un des plus légers, tu vois. Donc oui c'était léger, hein. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que je vais aimer ? Je pense qu'il y a plein de choses que tu vas aimer dans le film. C'est un film assez vaste, long et avec plein d'éléments dedans, donc je sais qu'il y a des éléments auxquels tu seras pas très réceptive, et je pense qu'il y a une ou deux scènes qui, à mon avis, vont te faire lever les yeux au ciel, qui sont de la même teneur que toutes les scènes qui t'ont fait lever les yeux au ciel dans toute la filmographie de David Lynch, notamment dans sa manière dont il filme les femmes. Je pense qu'il y a des trucs qui vont pas trop te plaire, mais je pense que il y a des chances que tu trouves ça beau, quand même, et ça va peut-être un peu te frustrer.
Pourquoi tu l'as jamais vu? Je pense que j'étais intimidée par Lynch, et puis après je me disais qu'on pouvait le regarder pour le podcast, donc que ça serait la bonne occasion. Si je te dis Silencio, ça t'évoque quoi? C'est un club à Paris dont il était le propriétaire. Voilà, une boîte de nuit. C'est censé être autre chose? C'est une référence à Mulholland Drive. D'accord, ok. Est-ce que tu as des questions avant qu'on le regarde? Bon, non. Enfin, j'ai hâte de le découvrir. Ok. Allez, je vais te montrer l'affiche aussi. Je l'ai là. Hein. Ah bah oui. Anaïs a amené le DVD, donc... Ouais, j'ai le DVD, donc tu peux effectivement contempler. À ton avis, de quoi ça parle en te basant sur l'affiche? C'est 2 femmes qui ont l'air un peu inquiètes et très belles en même temps. Elles sont à Hollywood. Leur visage surplombe une rue d'Hollywood. J'imagine que c'est Mulholland Drive. Voilà. Eh bien, j'imagine que c'est une réflexion sur Hollywood, le statut de star, la célébrité, la façon dont les femmes sont traitées par la célébrité et le lesbianisme, sûrement. Enfin, je sais pas. Elles se ressemblent un peu, c'est ça qui est rigolo. Mais je me demande s'il n'y avait pas eu un truc justement sur le truc des perruques. Je me demande s'il n'y en a pas une qui met une perruque blonde ou une perruque brune ou un truc. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un jeu un peu drôle entre les deux. Sur leur ressemblance et la projection, quoi. La question du double, c'est une des plus classiques chez David Lynch. Donc, c'est quoi ton rapport avec le film? C'est un film que j'ai vu après avoir vu Inland Empire au cinéma. Inland Empire, c'est le dernier film que Lynch ait jamais réalisé et c'est le seul que j'ai vu en salle à sa sortie, puisque c'était en 2006. C'était ma découverte un peu de Lynch et c'est un peu le jumeau maléfique de Mulholland Drive, en fait. Et ça m'a complètement convertie à David Lynch. J'étais complètement folle. Après, je voulais tout voir de lui. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment de regarder Mulholland Drive, en m'attendant à rien comprendre, puisque c'était le seul truc que je savais sur ce film, c'était que personne n'avait compris la fin, ou je sais pas quoi. Et j'ai effectivement pas compris. Mais je suis devenue assez fan de David Lynch en voyant ce film-là aussi, parce qu'il avait quand même quelque chose de plus doux que Inland Empire, qui est vraiment hardcore. Et je l'ai revu quelques fois après. C'est pas un film que je revois tout le temps, enfin c'est pas le film de Lynch que je revois le plus parce qu'il est long et je revois plus des scènes en fait spécifiques que je trouve vraiment très belles ou très marquantes. Je pense que c'est le meilleur film de Lynch, même si c'est pas forcément mon préféré pour des raisons personnelles. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà. On va découvrir ça. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.